Alors, je m'appelle Victoria et c'est pas anodin parce que j'ai changé de prénom. J'ai décidé moi-même de mon histoire il y a quelques années. J'ai vécu l'enfermement psychique qui est lié à l'abus paternel et jusqu'à ce que je décide de faire le chemin de Compostelle. Et là, ça a vraiment été un point de bascule. Alors quand tu dis comme une feuille au vent, tu veux dire quelque chose qui se laisse faire, quelque chose qui ne choisit pas tout, comme une feuille au vent, ou bien elle a quelque chose d'autre? Dans ce rien, il y a toutes les possibilités. Dans ce rien, il y a tout. Et que, bien sûr, que la vie continuait à me servir un plat tant que je savais pas dire non à ce plat. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Je suis très heureux de vous retrouver sur La Traversée et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Victoria Lipskier. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Salut Hervé, oui, merci de me recevoir et avec plaisir. Alors, je m'appelle Victoria et c'est pas anodin parce que j'ai changé de prénom. J'ai décidé moi-même de mon histoire il y a quelques années. Ça, c'est la première chose. Et comme j'aime me présenter plus spécifiquement comme une feuille au vent, je pense que ça me décrit bien. Comme une feuille au vent. Oui. Oui, étonnant. Alors, quand tu dis comme une feuille au vent, tu veux dire quelque chose qui se laisse faire, quelque chose qui ne choisit pas tout, comme une feuille au vent, ou bien elle a quelque chose d'autre, c'est une histoire plus... Comme une feuille au vent, c'est l'histoire de quelqu'un qui a tellement confiance dans la vie qu'elle peut se laisser glisser comme une feuille au vent, c'est-à-dire se laisser porter par les mouvements de la vie, danser le flot de la vie, et en même temps avec la conscience que on s'est détaché d'un arbre, on a des racines quelque part, et on peut flotter comme ça jusqu'à un moment où on va danser dans l'air et retomber sur le sol. Et là, à un moment où on retombe sur le sol, on fait partie de l'humus et on rejoint à nouveau le cycle de la vie. Donc j'aime beaucoup à la fois cette histoire de se laisser porter, d'être suffisamment en conscience pour se laisser porter et en même temps d'être suffisamment enraciné pour revenir à qui on est. Alors comment tu as gagné cette confiance? Parce que tu parles de lâcher prise quelque part là, dans cette histoire de feuilles, et je dirais que nos contemporains sont pas très forts en lâcher prise. Donc qu'est-ce qui fait que tu as lâché, ou qu'est-ce qui fait que tu t'es fait confiance au point de lâcher? Je crois que la première partie de mon histoire de vie, elle était tellement crispée, tu vois, c'était tellement une histoire de résilience, c'était une histoire de vivre, d'apprendre à vivre armé, qu'à un moment c'était tellement plus vivable, hein, tu vois, ça a étouffé tellement qui j'étais, que j'ai décidé alors de faire le chemin vers moi pour apprendre à vivre sans armure. Et à partir de là, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont présentées à moi. Tu sais, c'est un peu un travail comme d'être un oignon et d'enlever les petites pelures les unes après les autres. Donc il y a un travail où on enlève la peau qui est un peu épaisse, l'écorce, là, donc l'armure. Et puis à un moment, on arrive de plus en plus au cœur. Et puis là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un autre possible. En fait, on peut décider de son histoire, mais il y a aussi d'autres possibles qui sont d'arrêter de se raconter des histoires, en fait, d'arrêter de jouer des personnages et de lâcher avec ces illusions, en fait, qu'on se raconte. Et qu'est-ce qui fait que, ou si tu peux nous en dire quelques mots, quels étaient les personnages que tu avais l'impression de jouer? Alors, le premier personnage que j'ai joué, et je l'ai joué depuis, je pense, mon premier souffle, c'était celui de la combattante. Parce que j'ai une histoire de vie qui a commencé intra-utérin, en fait, d'un enfant non désiré. Donc quand tu viens au monde avec cette histoire que en fait on n'a pas vraiment envie de toi, qu'on a juste envie que tu disparaisses, et je pense sans minimiser que mes deux parents ont absolument tout fait dans mon enfance pour me faire disparaître, à la fois psychiquement et à la fois physiquement. Alors ils n'ont pas attenté, tu vois, à mes jours de manière, ils m'ont pas tiré une balle, sinon je serais plus là. Mais ils t'ont pas enfermé dans un frigo? Mais bon, non, ils m'ont enfermé. J'ai vécu des épisodes d'enfermement, oui, dans des placards. J'ai vécu l'enfermement psychique qui est lié à l'abus paternel. Donc, si tu veux, c'est une question de survie. Donc, de devenir ce qu'on appelle le chemin de résilience, c'est-à-dire de s'adapter finalement à et trouver un espace dans lequel tu vas quand même pouvoir
Alors, je dirais pas être vivant, mais être survivant. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est mon histoire d'enfance, une histoire d'enfant survivant qui a construit une armure si fermée qu'en fait, comme c'est la seule chose que je connaissais en fait de la vie, c'est la seule attitude que je pouvais avoir dans la vie. Et quelque part, elle me servait puisqu'elle me servait à avancer, elle me servait à affronter les choses. Et puis il y a un moment où en fait, tu te rends compte que ça sert et ça te dessert en même temps. C'est-à-dire que Heu, être armé vivre armé, ça veut dire être séparé des autres. Forcément, tu vois? Il y a une barrière Mmh entre mh. toi et Mmh. les autres et puis quelquefois, moi ce que j'appelais l'armure, donc la posture de guerrière, ça peut être un peu violent aussi, hein. Tu contiens beaucoup, tu contiens à l'intérieur. Donc parfois, bah, les rivets, ils sautent et ça il y a des choses qui sortent que tu voulais pas vraiment voir et parfois ce qu'on voyait de moi, on m'appelait, mais dès l'adolescence, tu vois? Le bulldozer et ça me plaisait pas du tout, tu vois? Il y a un côté rouleau compresseur qui écrase mais en même temps, j'arrivais pas à maîtriser ça parce que, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, la violence quand j'étais jeune était tellement forte qu'en fait j'ai tout oublié. Donc je n'avais pas, la connaissance de moi-même pour savoir d'où ça venait et pouvoir le corriger, en fait. Donc c'est à partir de là, si tu veux, cette trajectoire de ce rôle principal que j'ai joué pendant vraiment très, très, très longtemps, que j'ai décidé, petit à petit, parce qu'il était trop lourd, parce qu'il m'encombrait, de défaire, que ça m'a permis en fait, d'aller vers, heu, une autre perspective qui était celle de se dire: «OK, donc il y a la résilience, on est arrivé à survivre, arrivé à l'âge adulte». Ça m'a servi aussi, pour construire, ma carrière, d'être armée, bien armée, pour, survivre dans un milieu, très masculin qui sont les médias. Et à un moment, quand ça craque et que la mémoire se réveille, là, tout s'effondre, l'armure tombe par terre et qu'est-ce qui reste? En fait, tu es à nu. Mais là, tu peux décider de ton chemin, en fait. Tu peux décider du nouveau rôle que tu vas avoir et à ce moment-là, je me suis un peu dit: «OK, guerrière, c'est bien, peut-être allons vers un rôle de guerrière de lumière», tu vois? D'ouverture du cœur. J'étais Mmh. vraiment très intéressée. J'ai fait tellement de thérapies, tu vois? Et non seulement des thérapies conventionnelles, mais je suis allée vers, tout ce que je trouvais, en fait, tous les outils qui pouvaient m'aider à enlever les pelures de l'oignon. Donc j'ai essayé, ayahuasca, champignons, enfin, Mmh. tu vois? Mmh. Toute, Mmh. constellation familiale, enfin parce que quand tu t'aperçois aussi que, en fait, l'histoire de la violence, ça ne naît pas in situ, tu vois? Il y a une histoire de lignée de violence, tu vois? Et c'est dans une continuité. Donc une fois que tu as fait le travail pour toi, après tu fais le travail pour, tes parents, puis après tu fais le travail pour nettoyer ta lignée, tu vois? Donc c'est un très long travail où j'essaye beaucoup de choses et là je me dis: «Ben OK, en fait je vais essayer de». J'avais pas encore la conscience qu'on pouvait jouer différents personnages. Et disons que j'étais plus orientée vers: «OK, je garde mon côté, guerrier, ça m'arrange, mais de lumière cette fois-ci», donc plus dans l'ouverture du cœur, plus dans l'approche des autres. Et jusqu'à ce que je décide de faire le chemin de Compostelle et là, ça a vraiment été un point de bascule. Tu peux nous raconter ce point de bascule, de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis, soit quand tu y es, soit qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller faire, Ouais. ce chemin? Alors, déjà, j'étais très, très attentive aux signes. Tu vois? Pour moi, les synchronicités, les Mmh signes, mh. ça a toujours compté beaucoup dans ma vie. Je me suis toujours sentie, ce qui m'a aussi parce que tu sais, on a dans nos trajectoires, qui sont parfois désastreuses dès la naissance, il y a toujours des petites choses qui brillent, en fait. On a tendance à les oublier, mais en fait, il y a toujours des gens qui t'ont tendu la main. Mmh mh. C'est ce que Alice Miller appelait l'adulte bienveillant, tu vois? Il y a Mmh. toujours des gens, des personnes ou ça peut être aussi des personnages fictifs. Pour moi, ça a été beaucoup les livres aussi, des héros, dans ma tête, Mère Teresa et autres, qui t'aident quand même à te construire. Bon, parmi les outils que j'avais essayés, il y avait la communication non violente, mais ça, je l'avais utilisé, on va dire, plutôt à titre professionnel, mais aussi pour moi parce que tu vois, j'avais un débit, qui parfois était gênant, j'avais une sorte quand même de violence, Mmh. Contenu quoi. contenue, c'est pas je sais pas si c'est de la violence, mais en ça, une sorte de véhémence, voilà, c'est comme ça que les gens, parlaient de moi. Elle est souvent véhémente, elle est souvent un peu, tu vois, pas sans force et donc c'était pour moi et pour comme outil, personnel et professionnel et un jour, ça s'est présenté à moi, une amie, Coco Braque de la Perrière, qui est une immense coach, qui me dit, qui m'invite en fait à
à une conférence de Thomas Dansbeau. Mhm. Et je me dis, bon, il faut absolument que je fasse quelque chose, tu vois, que j'aille suivre ce séminaire avec lui. Donc, je fais cette formation de 7 jours dans les Cévennes qui a été vraiment formidable et qui m'a permis de mettre vraiment un point final. Il y a eu un incident qui serait trop long à raconter, mais qui m'a permis de mettre le point final sur mon histoire passée. Voilà. J'ai eu une discussion avec Thomas suite à un incident qui s'est produit sur place, où il m'a dit, est-ce que tu es d'accord pour ranger ce dossier aux archives ? Voilà. Et j'étais parfaitement d'accord. Et sortie de là, je me suis dit, oh waouh, tu sais, c'est le vide abyssal. Ah ben ça y est, en fait, toute cette histoire est derrière, et il s'ouvre une multitude de possibilités. Et là, j'ai eu besoin d'un immense silence, tu vois, après tout ce vacarme dans ma tête, après toutes ces recherches, cette quête, ces expériences, j'ai eu besoin de tout poser. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire Vipassana, tu sais, ces 10 jours de méditation. Très bien, ouais. Ça faisait longtemps que la méditation était rentrée dans ma vie, que c'est un outil que j'utilisais pour moi. Donc je me sentais prête à passer 10 jours sans distraction, en silence, avec moi-même. Mais bon, en France, c'est quand même très demandé, il n'y a que 3 centres, etc. Et donc ça ne m'arrangeait pas au niveau du timing. J'avais ça en tête et je pars faire mon marché. Devant moi, il y a 2 dames qui papotent chez le maraîcher, et elles parlent d'une troisième, une de leurs copines, qui est sur le chemin de Compostelle. Moi, je tends l'oreille, puis ça avait l'air sympa ce qu'elles racontaient. Elles avaient l'air d'avoir vécu elles-mêmes l'expérience, et que vraiment de trouver, il y avait un écho très positif dans ce qu'elles disaient. Bon, je repars vers chez moi, je passe devant l'église d'Auteuil et je vois une immense pancarte, chemin de Compostelle. Bon, quand même, 2 fois. Synchronicité. Exactement. Je rentre chez moi, j'ouvre la radio, et là, en fait, chemin de Compostelle. Donc tu te dis, Donc je me dis, ok, ça va être ça. Et donc je suis partie avec en tête aussi l'idée, ce que la communication non violente avait permis chez moi aussi, c'était de libérer un rêve de jeunesse qui était de me remettre à voyager. Et donc de prendre un temps pour moi, en fait, de stopper toute mon activité et de prendre un temps pour moi. Je ne savais pas du tout combien de temps, mais je me disais qu'il fallait que ce soit au moins 3 à 6 mois, et de mettre les choses en ordre pour pouvoir partir, quel que soit... je savais pas comment, en fait, mais j'avais cette idée de voyage. J'en avais parlé juste à mes enfants, qui sont des adultes. Et donc, je pars sur le chemin de Compostelle avec cette idée en arrière-plan de voyage peut-être plus tard, je ne sais pas quand. Et peu de temps avant que je parte, mon fils cadet, qui est encore étudiant, et il me dit « Maman, j'ai décidé de faire une reconversion dans les sciences de l'ingénieur aux Pays-Bas, donc je vais passer un semestre à me remettre à niveau, et puis j'aurai un semestre de césure, et je vais voyager, et je vais commencer par l'Inde. » C'est un grand voyageur, mon fils. Et j'ai dit, formidable, alors je partirai avant toi et je rentrerai après toi. Donc ça m'a allégé du fait que voilà, il soit pas là pendant les vacances scolaires, et que j'ai pas besoin de m'occuper de lui, ou voilà. En plus, comme je savais pas où aller, c'était une nouvelle perspective de dire peut-être on peut se rencontrer en Inde, on verra. Donc je m'embarque pour ce chemin de Compostelle, n'ayant jamais marché avec un sac à dos. Je détestais marcher avec un sac à dos, n'ayant jamais fait de très longues randonnées. J'aime la nature, j'aime marcher, mais voilà, tu vois, je sais pas du tout ce que je vaux sur le chemin. J'ai des très bons conseils de mon ami Benoît Vochtanka, qui est le patron de Bonne Gueule, tu vois, qui est un fan de gear, et qui me dit tel sac, telle chaussure, tu vois. Et la veille de mon départ, il m'apprend à ajuster mon sac. C'est très important, je tiens beaucoup à préciser que les chaussures et le sac, c'est quand essentiel. on marche longtemps, voilà, c'est les 2 choses. La première chose, c'est comme les chaussures, et après la deuxième, c'est le sac, bien sûr. Exactement. Donc je pars avec un très bon sac adapté à un dos de femme, très léger, très petit, 30 litres. Et je marche. Les 10 premiers jours, je me dis, je vais marcher en silence, en fait. Pas de distraction, j'ai pas envie de parler vraiment aux gens. C'est très facile sur le chemin de pas parler si on n'en a pas envie. Et petit à petit, en fait, quand tu marches jour après jour, et que tu fais que ça, et qu'il n'y a pas grand-chose à penser d'autre que où tu vas dormir et où tu vas manger, ce qui est assez facile parce qu'il y a un guide qui s'appelle le Miam Miam Dodo qui résume assez bien la situation, en fait, t'es délesté, tu vois. Même si ton mental est en roue de hamster,
au bout d'un moment, il n'a plus rien à broyer. Tu vois, plus rien ne semble important. Et il y a eu un moment où c'est presque un crack, tu vois, dans ton cerveau. Tu réalises qu'il ne s'est rien passé pendant un intervalle. Tu as eu zéro pensée. Et c'est si bon, en fait. C'est si bon qu'à un moment, tout se décontracte. Enfin, en tout cas, pour moi, tu vois, parce que je ne peux pas promettre aux gens que c'est ça qui va se passer pour eux, mais pour moi, tout s'est décontracté. Et là, il y a des phénomènes très, très étranges de synchronicité et au-delà qui sont arrivés sur le chemin. C'est-à-dire que le chemin est devenu absolument magique. Absolument magique. Chaque chose que je pensais se produisait. Je ne sais pas si d'autres gens ont raconté ça, mais des choses les plus simples, comme par exemple, un jour, je croise une maman et sa fille qui pèlerinaient. Il y a beaucoup de duos mère-fille, père-fils, mère-fils, et c'est vraiment très sympa. Beaucoup d'ados, parce qu'on se demande toujours si on peut le faire avec des enfants, mais on peut même le faire avec des enfants petits. Et j'aime beaucoup l'idée de ces duos, parce que c'est un vrai moment ensemble de déconnexion, on réapprend à se connaître. Et dans l'adolescence, je pense que c'est particulièrement important. Petite parenthèse fermée. Et donc cette maman et fille, on s'arrête pour faire des provisions parce que il y avait pas de rien à acheter sur le, tu vois, sur le chemin dans les 2 jours qui suivaient. Donc il fallait un peu se charger. Et je les vois hésiter devant des melons. Mais les melons, c'est lourd, quoi. Tu sais, t'as pas envie de porter plus de 100 grammes que ce que t'as, en fait, quand tu marches jour après jour, 30, 35, 40 kilomètres. Donc je les vois bien hésiter, elles les prennent pas. Je suis sûre qu'elles ne les prennent pas. Moi, je continue à visiter la ville et elles s'en vont. Et je les retrouve 2 heures plus tard. Elles sont devant une table de pique-nique en pleine nature. Et il y a 3 melons devant elles. Mais il y avait absolument aucun endroit où acheter des melons entre-temps, tu vois. Et je les regarde, je dis, mais j'ai pas compris, en fait, d'où sortent ces melons. Et elles me disent, mais hilar, il y a un gars qui est passé là avec sa camionnette, et puis il s'est arrêté, il nous a demandé si on voulait des melons, et il nous a donné 3. Tu vois. Et ça, et d'autres faits, il y a eu un épisode qui est un peu surnaturel. C'est-à-dire que ma mère est décédée 1 année avant Compostelle. Elle a fait une euthanasie. C'était un moment assez compliqué. Tu vois que dans notre histoire commune, en plus, avec ma mère, il y a eu des moments vraiment compliqués dans l'enfance, l'adolescence et même jeune adulte. Donc tu rajoutes un peu cette couche, même si on s'entendait bien à la fin de sa vie. Avant de partir, elle est allée à Conques. C'est un endroit où moi j'étais passée quand j'étais petite fille. Et je pense que c'est le premier endroit, j'avais 7 ans, on était en classe verte. Il y a une petite chapelle avec une vierge médiévale, mérovingienne, tu sais, les petites vierges noires avec des petits cabochons, très mignonnes, très merveilleuses. Et j'avais été vraiment émerveillée de cet endroit, et je pense que c'est le premier endroit où j'ai ressenti peut-être quelque chose d'un peu spirituel, tu vois. J'avais 7 ans, mais je crois que j'ai ressenti une vibration, sans que je puisse l'expliquer à l'époque, mais quand j'y suis repassée, je me suis dit oui, c'est ça qui s'est produit. Bref, ma mère y est allée peu avant de mourir, et elle m'a envoyé une carte en me disant « T'avais raison, c'est un endroit fantastique ». Donc tu vois, on avait une connexion, et c'est pour ça que j'ai choisi le chemin le Puy-en-Velay d'ailleurs, qui passe par Conques, pour aller à Roncevaux. Et donc j'arrive à Conques, c'était le 10e jour de ma marche, et je vais à la chapelle au petit matin, donc ça ouvrait à 9h30, j'étais là à 9h30, j'étais toute seule, et quand je rentre dans la salle du trésor où il y a cette petite vierge, les murs se mettent littéralement à trembler, tu vois. Et moi aussi, je me mets un peu en transe, donc je connais l'état de transe, quelque chose que j'avais déjà expérimenté, mais je sens la présence très forte de ma mère. Donc je lui demande, et je lui dis « Maman, si tu es là, donne-moi le signe de ta présence, dis-moi d'une manière très claire que tu m'aimes, parce que c'est quelque chose qu'elle n'était jamais arrivée à dire, tu vois, formellement. Envoie-moi ce signe, et je veux que ce signe, je puisse le reconnaître clairement qu'il est pour moi, tu vois. C'est pas... c'est pour moi, et c'est avant que je sorte de Conques. » Donc je reprends mon sac, j'arrive à l'orée du bois, donc j'avais fait 300 mètres depuis la cathédrale, et là je vois une souche coupée, et c'est écrit en gros Victoria avec 2 cœurs, un rouge, un blanc. Je laisse tomber mon sac, je me mets à pleurer, tu vois, je suis dans un état de gratitude incroyable. Qu'on me croie ou pas, ça m'est égal, je prends la photo. C'est pas qu'il y avait un mur de prénoms, tu vois, il y avait juste mon prénom.
Donc forcément que ça a passé ce chemin dans une dimension encore supérieure. Et puis après, il y a eu tellement de choses, tu vois, tellement de messages, tellement de choses. En fait, 10 jours avant la fin de... Après, j'ai commencé à parler aux gens, et à m'ouvrir, etc. Et à vivre, en fait, ces signes comme des cadeaux de la vie. Et 10 jours avant la fin avant d'arriver à Roncevaux, j'ai envoyé un message à ma sœur. Je lui ai dit, si je pouvais faire ce pèlerinage à reculons, je le ferais, tellement il est merveilleux. Et si la vie pouvait être comme ça, je me posais la question, est-ce que c'est ce chemin qui est merveilleux, ou est-ce que c'est quand on vit la vie comme sur le chemin toujours, que le merveilleux est dans ta vie être pour toujours? Et je me suis dit, je veux l'expérimenter en grand, ça. Je veux vraiment l'expérimenter en grand. Donc, je suis pas millionnaire, loin de là, tu vois, j'ai élevé mes 3 enfants, ils ont fait des études supérieures tous les 3, je suis hyper heureuse de ça, mais financièrement, je peux pas me permettre de partir 6 mois ou quoi. Mais j'ai dit, si l'univers me met sur ce chemin-là, alors il se démerdera pour m'accompagner. Et je crois pas que ce soit une question, parce que la question des financières est revenue très très souvent. Ah ouais, mais elle peut se permettre, mais elle a sûrement un mari très riche. Non, j'avais pas de compagnon, j'avais ma petite boîte, et tu sais qu'entrepreneur en France, indépendant, c'est pas la meilleure voie pour s'enrichir. Donc j'avais un petit backup de 15 000 € devant moi, mais surtout j'avais cet appartement que j'ai sous-loué à Paris, c'était les Jeux Olympiques. Et là, c'est pareil, c'est une amie qui m'a dit, quand je lui parlais de la question financière, elle m'a dit, mais tu mets cet appartement, je te donne le numéro de ma conciergerie et tu verras, ça va se passer très bien pour toi. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai mis en ordre mes affaires professionnelles et garder les clients que je pouvais continuer à accompagner à distance. Pris un billet pour le Népal parce que les synchronicités, les circonstances ont fait que sur le chemin, j'ai rencontré une chamane qui m'a dit « il est temps que tu travailles avec tes mains, que tu ailles travailler les énergies », qu'à ce moment-là, j'ai interrogé mon amie Elia Hasson, qui est une grande spécialiste de tout ce qui est médecine alternative, etc. Elle m'a dit, elle a pointé vers moi un guérisseur au Népal. Le jour où elle m'a parlé de celui-là, j'ai été invitée à une conférence de Jean-Pierre Gou, qui avait invité une femme dont le livre parlait de ce guérisseur. Je vois très bien de qui tu parles, puisque Michel de Coust. Michel a été interviewé dans ce podcast. Impeccable. Okay. Gros bisous, Michel. Comme Jean-Pierre. Comme Jean-Pierre. Ok, bisous les amis. Donc voilà, tu vois un peu les synchronicités de malade. Donc c'était évident. Donc j'ai décidé de prendre un billet pour le Népal, d'aller faire ce stage avec le guérisseur dont Michel parle dans son merveilleux livre. Avec qui j'ai travaillé aussi. Ok. D'accord. Voilà, donc tu vois, le monde est petit. Finalement, tu pensais avant qu'on commence, tu me disais, on n'a peut-être pas de lien, mais tu vois, on en a plus que tu ne crois. Le monde nous attire toujours vers les gens qu'on doit rencontrer, c'est ça qui est merveilleux. Et donc, de là, je me dis 2 choses. Je voudrais donc vivre ces mois à venir. Je savais pas, je m'étais pas donné de date butoir. Je me dis, ça peut être 6 mois, si j'en ai marre, je rentre. Si mes enfants me manquent, je rentre. Ça peut être 9 mois. 1 an, bon, après, j'imaginais bien que mon grand m'avait annoncé qu'il allait se marier en août du mois suivant, donc il faudrait quand même être là pour accompagner. Mais voilà, ce billet open, je savais que je verrais mon cadet en Inde à un moment. Mais l'idée, c'était, je vais partir pour abandonner mes schémas mentaux, toutes mes croyances, toute mon éducation, et voir si c'est possible de vivre sans schéma, sans croyance, sans personnage, sans jeu. Et ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose... Donc une quête existentielle. Je dirais pas une quête, parce que je me sentais pas en quête, c'était juste me laisser porter, et c'était vraiment ça, c'est-à-dire comme la pas feuille. de to-do list. Oui, c'est pas venu tout de suite que j'allais être comme une feuille au vent, c'est venu un peu plus tard. C'était vraiment de me laisser porter dans une confiance que l'univers m'aimait et que l'univers complotait pour moi, pour m'amener sur le chemin d'expériences que je devais faire. Et puis c'est très marrant parce que quelques jours avant de partir, j'ai fait un rêve où en fait j'étais assise sur un rocher, je contemplais l'immensité et la voix me disait tu peux partir, tu peux marcher dans le monde entier, tu peux rencontrer tous les gens que tu veux. En fait, les humains ne t'apprendront rien. Et du coup, ça m'avait un peu décontenancée, tu vois. Je me dis, alors à quoi bon, tu vois, qu'est-ce que...
Mais à la fin, j'ai compris. Et peut-être qu'on pourra y revenir à la fin de pourquoi la voix m'a dit que les humains ne m'apprendraient rien. À toi de voir quand est-ce que tu veux en reparler. On en reparlera à la fin. Garde la question en tête. D'accord. J'étais intéressé, je me rappelle plus si tu t'es arrêté à Roncevaux, t'as pas été plus loin. Oui, je me suis arrêtée à Roncevaux parce que, à l'époque, j'avais quand même encore mes clients, tu vois. Donc, c'était déjà très, très unique que je m'autorise à prendre un mois pour moi, sans ordinateur, etc. C'était déjà... en fait, l'année précédente, mon éditeur, enfin, Duno, avait racheté les droits de mon livre à Maxima. Ils m'ont demandé de faire une mise à jour. J'avais pas spécialement envie de la faire, mais en fait, le livre me fonctionnait suffisamment bien pour qu'il y ait encore... par rapport aux gens qui le lisaient, je me suis dit, c'est juste, tu vois, il y a beaucoup d'exemples qu'il faut remettre à jour, etc. Mais ça avait été un travail titanesque que j'avais fait chez moi, enfermé tout le mois d'août, alors que il faisait une chaleur à crever, et une nuit, j'avais rêvé que je faisais un AVC, mais vraiment, vraiment. Et je m'étais dit, l'été prochain, quoi qu'il arrive, un mois, tu fais rien, tu coupes tout. Donc c'était ce qui est arrivé pour Compostelle aussi, ce qui explique un peu le déroulé. Et donc, je me suis arrêtée à Roncevaux. En vrai, j'ai marché tellement vite, finalement. Il y a des jours où j'ai marché 35, 40, 46 kilomètres. Tu sais, je me disais... Je m'arrêtais dans les églises, parce que j'aime bien les églises. Je suis pas catholique, mais j'aime bien les églises. J'aime bien la Vierge Marie. J'ai un attachement particulier à la Vierge Marie. Et je m'arrêtais dans les églises, je lui demandais, je dis, tu crois que je peux marcher plus ? Et ça me répondait, expérimente, vas-y, à toi de voir. Mais la voix disait, expérimente, et quoi qu'il arrive, il t'arrivera rien. C'est-à-dire, peut-être t'auras mal, mais ça ne t'arrêtera pas. Et ce qui est fou, parce que je voyais des gens, tu sais, il y a des gens sur le départ de Compostelle, ils font 3 jours, et puis ils chopent une tendinite. Ils reviennent 2 ans plus tard, ils font 3 jours, ils chopent je sais pas quoi. Tu vois, j'ai vu un mec, il a fait 3 fois faux départ. Enfin, faux départ. Vrai départ pour lui, tu vois, qu'est-ce que ça signifie pour lui ? Tu vois des gens qui sont vraiment des éclopés. Et puis à côté de ça, tu vois des gens qui sont des acharnés. C'est-à-dire, j'ai croisé aussi un garçon qui était parti... il a perdu ses chaussures dans le train, ses chaussures de marche. Donc sur le chemin, il y a des endroits où il faut vraiment aller en grande ville, tu perds du temps si tu dois sortir du chemin. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il avait ses baskets, à part ça, il les a coupées, et elle lui a coupé le bout, et il avait tout le chemin avec ses baskets coupées. C'est hallucinant quand même, non ? Je l'ai retrouvé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, quand moi je suis rentrée dans Roncevaux, il arrivait avec ses baskets, il semblait plus à rien. Trop drôle. Donc voilà, j'aurais pu continuer encore un petit peu en Espagne, et puis je me suis dit, j'ai eu beaucoup de mal à quitter le chemin, puisque je me suis fait des amis très chers. C'est vraiment une sacrée expérience. Et puis à un moment, je me suis dit que j'y retournerais autrement. Voilà, autrement. Il y a eu un moment... moi, j'ai aimé dans le chemin de Compostelle. Au début, j'allais dans les gîtes pèlerins, et puis après, j'ai cherché les gîtes municipaux et les donativos, les endroits où tu sais, tu donnes ce que tu veux, qui sont les endroits où en fait, on va dire, les gens qui ont le moins d'argent, parce que tu peux aussi aller en hôtel sur le chemin. Tu peux te faire porter ton sac, tu peux prendre un âne, tu fais comme tu veux. Mais en fait, là, dans ces endroits-là, qui ont l'esprit, qui sont tenus en général par des bénévoles ou par les gens qui ont l'esprit du chemin, il y a une ambiance qui est complètement différente. C'est beaucoup plus spartiate, c'est vrai, mais en même temps, tu croises des gens que tu croiserais jamais ailleurs dans ta vie, et c'est d'un enrichissement dingue. Et puis, à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc il y a cette auberge pèlerine, qui était tenue par 3 bénévoles qui avaient une immense expérience des chemins. Ils avaient tous les 3, ils avaient beaucoup pèleriné. Et ils nous ont proposé une expérience qui était celle de laver les pieds. C'est une expérience que tu as déjà faite ? Raconte. Comme ça, je respire un peu. Alors, comment ça m'est arrivé ? En fait, plusieurs fois, j'ai vécu cette expérience. Je l'ai vécu en Israël. À l'époque, je marchais sur les chemins du Christ, ce qu'on appelle le chemin du Christ, d'accord. Okay, donc j'ai fait les différents passages, et donc il y a un des endroits où on a lavé Marie-Madeleine lave les pieds du Christ, et donc à cet endroit-là, chacun devait laver les pieds, de quelqu'un qui était dans le groupe avec qui j'étais, mais peu importe, on se connaissait pas. Ouais. Voilà, donc j'ai eu cette expérience. Je l'ai vécu dans le sud de la France aussi. Près de la Sainte-Baume, donc, où on se retrouvait avec des amis marcheurs, et donc un des symboles, c'était justement de
prendre le temps de se laver les pieds et en signe de bienvenue, en signe d'acceptation des uns des autres, en signe de prendre soin les uns des autres. Voilà. Exactement. Avant de se serrer la main, on se lavait les pieds. Voilà. Et donc après, avec une partie de ce groupe, c'était un rituel tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne se serrait pas la main, ou on se disait pas bonjour tant qu'on ne s'était pas lavé les pieds. Alors, on précise peut-être qu'on se lave pas vraiment les pieds avec du savon, en fait, on Non, verse de l'eau. non, Toi, de vous l'eau. laviez les pieds? Non, avec de l'eau. Oui, voilà, en fait, c'est un geste symbolique, c'est C'est un pas un geste. lavage de pieds, on Non, appelle non. ça le lavage de pieds, mais c'est plus symbolique. Et quelle émotion ça a fait vivre chez toi? Je vois, il faut vous dire qu'il a un sourire jusqu'aux oreilles, on sent qu'il a les yeux qui pétillent, qu'il est vraiment dans le, Hervé, dans Donc, le souvenir. qu'est-ce que... Alors, moi, ça m'a rappelé déjà une chose, c'est que je faisais ça à mon grand-père quand il était vieux et qui pouvait pas bien se laver les pieds. Alors là, vraiment, laver les pieds, d'accord, ok. Je lui coupais les ongles et je lui lavais les pieds. Parce qu'il commençait à avoir de la corne et donc ramollir les pieds pour lui enlever la corne. Voilà. Et donc pour moi, c'était un souvenir déjà d'affection entre mon grand-père et moi. Et après, c'est aussi le fait d'accepter. Moi, j'ai pas de problème avec les pieds et j'ai pas de problème avec la nudité. Parce que je suis un ancien nageur, donc j'ai passé beaucoup de ma vie Oui. sur les bords de bassin, des pieds, et j'ai massé beaucoup de gens dans ma vie, donc c'était pas difficile pour moi. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'avais plus l'habitude de tripoter les pieds des autres que de me faire tripoter les miens, peut-être. Et donc d'accepter ce lâcher prise total sur ce que l'autre fait avec toi. Tu vois, en fait, c'était comme si j'offrais mon corps ou que j'offrais mon temps. Et moi, je recevais en échange quelque chose comme le don de soi ou une sorte de bienveillance qui était dans la douceur du geste. Voilà. Ouais. C'est très vrai ce que tu dis parce que le pied, c'est quand même une partie très intime. Et c'est une partie que les gens n'aiment pas toucher, qui dégoûte un peu parfois. Et de toucher les pieds d'un inconnu ou même symboliquement, en fait, c'est pas forcément évident. Et là, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y avait des sœurs qui étaient venues aussi assister à la soirée, pendant le repas avec nous. Donc, en fait, à la base, ils nous ont dit, est-ce que vous voulez que les sœurs vous lavent les pieds? Donc moi, j'ai dit oui, mais si je peux laver les pieds de la sœur après. Et ça a été effectivement, je pense qu'il y a cette symbolique du don que tu évoques. Il y a cette posture d'humilité aussi, parce qu'à un moment, tu t'agenouilles auprès de la personne dont tu laves les pieds, et puis après, c'est elle qui va s'agenouiller auprès de toi. Et il y a aussi cette idée qu'on nous avait expliquée que, en fait, que j'avais vécu depuis un mois, qu'on est tous des compagnons de route à égalité. Que on a un devoir d'entraide, mais c'est pas un devoir en fait, c'est parce qu'on va tous dans la même direction et parce qu'on partage ce chemin où chacun qui vient sur ce chemin est le miroir de l'autre. C'est très apprenant en fait. Tu vois, au début j'étais un peu dans mon silence, j'en avais besoin, mais plus je me suis ouverte aux autres, plus je me suis dit il y a toujours une raison que ces gens apparaissent dans ta vie. Ça vient te raconter quelque chose sur toi, ça vient te faire travailler. La moindre personne tu vois, parce que parfois il y a des gens qui sont très contrariants, qui viennent te déverser leurs trucs. Parfois ça t'apprend juste à dire voilà, stop, c'est bien, maintenant je reprends mon chemin, tu vois, je vais marcher un peu plus vite. Et puis il y a cette idée de grande humanité commune en fait, que j'ai beaucoup appréciée. Et dans ce geste aussi, je me suis dit, tu vois, quand je me suis vue le faire, je me suis projetée à Calcutta. Mère Teresa, ça a toujours été une de mes héroïnes d'enfance. Et je me suis dit, je suis prête pour l'Inde. Tu vois, et il y a quelque chose qui a lâché aussi à ce niveau-là. Et puis c'est ce jour-là que ces grands pèlerins aguerris m'ont parlé du pèlerinage de Shikoku au Japon. Et c'est rentré dans un coin de ma tête. Mais moi, quand je suis repartie de ce pèlerinage, je me suis dit, un jour je reviendrai, puis je ferai Séville-Compostelle. Donc on verra quand ça se mettra sur mon chemin, mais là j'accompagne un groupe à Compostelle au mois de septembre, un groupe de femmes, tu vois, et c'est revenu. C'est pas moi qui l'a mis en place. En fait, elles m'ont demandé si j'étais capable de le faire après la vignette dans Mesdames, tu vois, qui était centrée sur ce sujet. Donc ça, c'est très pour moi Compostelle. Je pense que pour tous les gens qui le font, il y a un gros attachement. Mais il faut vraiment le faire plus de 10 jours pour ressentir quelque chose.
Oui, ça me parle bien. Moi, ça fait longtemps que je me promets de le faire. J'ai fait des petits morceaux plutôt en Espagne, voilà, mais, Ouais. autour de Valladolid notamment. Mais puis en France, Chartres ou en partant de Puy-en-Velay aussi. Et faites-le seul. Faites-le seul. Et faites-le, les femmes, allez-y toutes seules. Il n'y a pas de danger. Et N'ayez pas donc, peur. oui, j'invite tout le monde à se poser la question du chemin qu'ils ont envie de faire. Et cheminer, Ouais. c'est toujours beau. Et surtout quand il y a de la symbolique. Tout est symbole. Tout est symbole sur un chemin de pèlerinage. Je pense que c'est une réflexion que je me suis faite. Quelle est la différence entre une randonnée, même longue, et un pèlerinage? Un pèlerinage, forcément, tu vas se poser la question, non pas religieuse, parce que je crois qu'il y a à peu près que 30% des gens qui font le pèlerinage de Compostelle qui le font pour des raisons religieuses. Il y a beaucoup de gens qui le font pour des transitions de vie, après des maladies, pour remercier. Il y a vraiment des gens qui ont des motivations, voire même sportives, qui sont très très différentes. Mais je pense que la plupart d'entre eux, pour pas dire 99,9%, reviennent avec une vision spirituelle différente ou incarnée en tout cas. Alors tu disais qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient à deux, et là tu me dis il faut absolument le faire tout seul. Moi, je pense que c'est autre chose de le faire tout seul. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est la grosse différence aussi parce que bon, une randonnée peut être très introspective, mais là, en fait, chaque chose résonne en toi, chaque chose est signifiante et chaque chose est la métaphore de ta vie. Donc, si tu es avec quelqu'un, tu peux être distrait dans le bavardage. Alors, si c'est à deux, puis alors un conseil qu'on m'a donné très très vite, je crois que c'est le 2e jour, Michel à Aumont-Aubrac, qui m'a dit, il y a 2 choses qu'il faut pas faire sur le chemin. C'est s'arrêter pour déjeuner. Donc tu prends un encas, tu vois, vite fait, tu continues à marcher, tu peux t'arrêter, poser 5-10 minutes, un quart d'heure, mais tu fais pas de pique-nique parce que c'est pas bon pour ton muscle, va penser que ça y est, on s'arrête, il va commencer tu vois, à se mettre au repos et juste derrière, c'est la tendinite, le claquage que tu veux. Donc ça, voilà. Et la 2e chose qu'il m'a dite, c'est ne marche pas au pas de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Personne ne marche au même pas. Donc en général, c'est celui qui marche le plus vite qui gagne. Et celui qui essaye de courir derrière, il se fait mal. Donc, à moins de toi ralentir, de décider de ralentir, marche seul. Bon, c'est un bon conseil. Après, c'est vrai que si on en a conscience, on peut se mettre au pas de quelqu'un pendant un moment, mais pas trop longtemps, parce que on peut se faire mal. Tu trouves toujours ton rythme. Exactement. Voilà, chacun doit accepter d'être à son rythme. Exactement. Et après, au rythme de son cheminement, je pense, voilà, d'apprécier de cette reconnexion et de ne pas fuir la solitude, parce que c'est dans ce moment de solitude, qui n'en est pas une, parce qu'en réalité, on n'est jamais seul, hein, mais dans ce moment d'accepter d'être avec soi-même et de ne plus être dans la distraction du bavardage ou d'écouter de la musique ou des podcasts ou je ne sais quoi, tu vois. D'être vraiment avec soi-même, ses pensées, et de là, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui tourne chez moi? Et toi, ça tournait beaucoup? Non, ça tournait les 10 premiers jours. Et je m'étais demandé, tu vois, assez honnêtement, j'avais quand même pas mal affronté mes peurs, bien sûr, et déconstruit mes peurs avant de partir. Et honnêtement, je m'étais demandé quelles étaient mes peurs sur le chemin. Et j'en avais 2. Il y avait celle de ne pas y arriver. Tu vois, et, alors, absurde, parce qu'arriver à quoi, tu vois, étant donné que tu peux t'arrêter quand tu veux, mais en gros, quand même, de ne pas... d'aller à Roncevaux, voilà. Tu voulais arriver jusqu'à Roncevaux. Ou de me faire mal, de me blesser. Et la 2e chose, j'avais peur des serpents. Donc évidemment, un serpent s'est présenté à moi. Et c'était une grosse déconvenue, figure-toi, parce que c'était presque à la fin, ça devait être à la 3e semaine. Entre 2 champs de blé, devant moi, je vois passer une énorme couleuvre, mais énorme couleuvre. Et elle m'a snobé. Tu vois, c'est pas du tout arrêté. J'ai regardé, j'ai pas eu peur, et je me suis dit, zut alors. Parce que les couleuvres fuient. Les couleuvres ont peur des humains, tu vois. Et puis je faisais suffisamment de bruit avec mes chaussures sur le chemin qui était dur. Donc voilà. Donc ça m'a réconcilié avec les serpents, ce qui m'a permis plus tard de dormir dans la jungle et tu vois, sans problème, sans plus aucune peur. Bien. Donc affronter ses peurs. Tu disais que tu as pris le temps de les déconstruire, c'est-à-dire que tu as fait un travail en préalable? Non, c'est tout le travail thérapeutique, c'est toute la réflexion, tu vois, de justement, je pense que c'est quelque chose qui m'est assez vite venu. Et puis, quand tu prends
de l'ayahuasca ou des champignons, en fait, tu sais que tu vas traverser tes peurs. Tu sais que tu vas les avoir en face de toi. Il faut être prêt. Donc, avant d'y aller, je me dis, il vaut mieux quand même que j'aille un peu sereine, tu vois, que j'ai fait le travail. Tu vas les avoir. Mais en même temps, c'est pas vertigineux de traverser ces peurs, parce que c'est juste une illusion mentale. Donc, quand on le comprend, quand on le voit, c'est exactement comme d'avoir un ballon de baudruche, de piquer avec une épingle, et poup. En fait, de la nommer suffit parfois à la dégommer. Moi, je dis souvent que derrière une peur, il y a toujours un besoin ou un désir qui est non exprimé. Une fois que je comprends le besoin ou le désir qui est derrière cette peur, la peur tombe. Alors qu'en fait, la peur, à la fois me protège ou m'empêche, hein, mais je suis prisonnier de ce système. Et c'est pour ça qu'on reste dans la peur. Il y a beaucoup de peurs qui sont des schémas automatiques, des schémas de reproduction dont on ne sait même pas d'où ils viennent, qui sont souvent des schémas qui nous viennent soit d'ancêtres, soit de nos parents. Mais je crois que juste une injonction comme ne fais pas ça, tu vas tomber, ne fais pas ça, tu vas te salir, peut générer une peur qui dure, qui perdure. Bien sûr. Et la peur de ne pas y arriver, c'est une des peurs les plus partagées. Exactement, quoi. Exactement. Et qu'est-ce que cette traversée, parce que j'imagine que dans cette traversée-là, pour l'instant, j'entends beaucoup de choses qui sont des choses que tu retiens, qui sont des cadeaux que la vie t'a fait ou que tu as su prendre. Mais est-ce qu'il y a eu des traversées plus difficiles? Est-ce que, tu vois, dans cette traversée-là? Tu veux dire dans la première partie de vie ou tu parles de la suite dont on n'a pas encore abordé? Dans ce que tu voudras, c'est toi qui choisis. Ok. Dans la suite qu'on n'a pas encore abordée, non. Parce que à partir du moment où je suis en confiance et que en fait, je dis un grand oui à la vie, à tout ce qui se présente à moi, tout ce qui se présente et en fait, il y a un moment où tu comprends que ce que tu vis, vivre, c'est vivre des expériences, que ces expériences ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. Qu'elles ne sont ni bien ni mal. Elles sont parfois agréables, parfois désagréables, parfois très très désagréables, mais qu'elles ont toute une fin. Donc, sachant ça, patiente, tu vois, patiente, ça va finir. Et en fait, moins tu résistes, et plus ça finit. Et plus ça finit vite. Ça, c'est toute l'expérience des cycles. Hein. Exact. Mais sauf qu'on a tendance à vouloir contrôler, puisque on est des humains, donc on veut contrôler. C'est pour ça que je te parlais de lâcher prise au début. Après, traverser, évidemment, dans le jeu que j'appelle le jeu humain, c'est-à-dire le drama, oui, bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles. Je pense le moment le plus difficile pour moi, c'était pas le moment où les souvenirs me sont revenus en mémoire de ce qui m'était arrivé enfant, où cette mémoire a été réactivée, parce que je l'ai à nouveau décidé de la mettre sous le tapis, cette fois-ci volontairement, et je crois que, d'ailleurs, j'ai eu l'impression, maintenant, quand j'y pense, que les adultes m'avaient abandonné quand j'étais enfant, mais que moi, en tant qu'adulte, j'ai abandonné l'enfant que j'avais été à ce moment-là, en refusant de voir. Et donc, il a fallu encore un petit peu d'années avant que, en fait, le syndrome je vais pas dire de dépression, mais de burn-out, de too much, après une très jolie carrière professionnelle dans les médias, où, en fait, qui est à la fois magnifique et à la fois complètement vide de sens, où tu sais que les gens sont là, t'as beaucoup d'amis qui n'en sont pas vraiment, qui sont là juste parce que t'as une fonction, tu représentes une fonction. Et moi, j'étais très très lucide là-dessus, que ça aurait une fin, que j'ai perdu ma grand-mère qui m'avait élevée, la personne à laquelle j'étais vraiment la plus attachée, je crois, au monde à ce moment-là. Un collègue que j'aimais beaucoup, qui a fait une crise cardiaque sous mes yeux, tu vois, dans un enchaînement comme ça, à peu près de 3 semaines. Et là, un effondrement. Et la traversée, elle était longue. Elle était longue, je pense, à la hauteur de ce paquet que j'avais trimballé, et de tout ce que j'avais pas voulu voir. Voilà, tu vois, plus le fardeau est lourd, et plus ça va être long à affronter. Et puis à chaque fois, tu sais l'évolution personnelle. Tout à l'heure, je te parlais de l'oignon, mais il y a aussi cette sensation qu'à un moment, tu te dis, bah ouais, ça y est, je suis à l'os, quoi. Mais non, il y a toujours un truc que tu peux encore débarrasser, et que donc c'est un peu sans fin, mais ça a quand même eu une fin avec Thomas Dansembourg, tu vois, à ce moment-là,
où, ok, en fait, c'est pas complètement fini puisque le dossier est aux archives. Quelqu'un peut venir le réactiver, tu vois, un jour, mais c'est plus une fragilité et c'est plus une peur qui, tu vois, c'est plus un combat, c'est plus une peur, c'est plus une réaction. Ça, si ça revient un jour, je crois que je serais capable d'en rire, tu vois. D'ailleurs, je l'ai mis dans un livre, donc je suis capable d'en parler. Voilà. Donc ça, c'était une très longue traversée. Et j'ai envie de dire que cette traversée, j'ai envie même de qualifier que c'est peut-être exactement ce qu'on vient expérimenter sur cette terre. Une traversée avec, à un moment, un sursaut d'en sortir et de commencer un chemin différent. Mais on passe tous par là, tu vois, hein, certains avec plus ou moins de casseroles. Et je pense même que c'est peut-être, ça va paraître très très dur ce que je dis à entendre, mais c'est plus facile quand tu as des grosses casseroles. Parce que tu sais que, tu vois, il faut sauver ta peau. Mais quand tu nais avec plein d'amour et plein de bienveillance et que, tu vois, tu arrives à un moment où tout est facile pour toi. Il y a des gens comme ça qui ont de la chance de naître dans des familles où ils sont entourés d'amour et tout se passe bien. Et puis un jour, quand même, ils ont cette crise existentielle. On ne sait pas ce qui va la déclencher. Mais là, refaire le chemin à l'envers, et quelle pelure tu vas enlever, tu vois? Toujours un masque. Toujours un masque. Ou une autre armure, qui n'est Exactement. peut-être pas du même ordre. Exactement. Mais ça nous surprend tous, ça nous cueille tous. Et je pense que c'est vraiment c'est même le sens de la vie, en fait. Oui, puis c'est... alors on peut le prendre sur le registre émotionnel, on peut le prendre sur le relationnel, on peut le prendre sur nos blessures. Tu vois, il y a tellement de niveaux dans lesquels on va avoir des raisons pour mettre ses masques ou mettre ses armures. J'imagine que tu as dû lire le livre de Robert Fischer, Le Chevalier à l'armure rouillée, ou on pourrait prendre plein d'autres livres qui évoquent ça. Enfin, je trouve que c'est un très beau conte, facile à lire. Exact. C'est toujours été drôle pour moi parce que je l'ai fait lire à, je sais pas, j'aurais dû prendre un abonnement à, je sais pas quel est l'éditeur, je me rappelle plus, mais j'en ai fait acheter peut-être une 150 ou, tu vois, tous mes élèves, et bref. Et je m'apercevais souvent que quand les gens, je leur avais demandé de lire le chose, ils me disaient, ah ouais, c'est ma femme ou c'est mon homme, tu vois. Oui, tu as remarqué que c'est toujours l'autre, c'est toujours ça. À l'extérieur. Et là, je disais, mais toi. en fait, je te l'ai proposé à toi. Ouais. Il me dit, ouais, mais je l'ai laissé sur le chevet de ma femme pour qu'elle le lise aussi, tu vois. Et c'était marrant comme souvent, en plus de ça, on n'a pas la capacité du miroir quand on a cette enveloppe trop forte qui est l'armure ou le masque. C'est que même quand on se regarde dans le miroir ou quand le miroir nous est tendu, il y a une partie de nous qui a du mal à prendre conscience à quel point c'est absolument clé ce que tu es en train de dire. Absolument clé pour arriver à ce point de bascule, parce que les gens peuvent se dire, ah ben oui, mais alors elle a de la chance, ou comment c'est arrivé. En réalité, ça arrive quand tu prends la responsabilité de ta vie, de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Ça aussi, c'est dur à entendre, parce que les gens se disent, on a tellement tendance à se victimiser, et je ne minimise pas, tu vois, que des choses arrivent, que des circonstances dans ta vie puissent être extrêmement difficiles, traumatiques, odieuses, et viennent te gâcher ton histoire de vie. Je ne le minimise pas, mais il y a un moment, si tu veux changer ça, tu prends la responsabilité, tu peux pas continuer à dire que tu es la victime de. C'est-à-dire transforme cette source, ce paquet en cadeau. Transforme-le, c'est possible. Je pense que le pire, on en a vu, Viktor Frankl est un très bel exemple, tu vois, de comment on peut transformer vraiment la pire noirceur, le pire récit de vie, non pas en survie, comme on disait tout à l'heure, mais en cadeau de la vie. Allez, je pense que la vie nous fait toujours, je sais pas comment dire autrement, que nous sert des plats. Et des fois, on les aime pas. je peux prendre mon histoire, mais quand j'étais enfant, je détestais la cervelle. Bienvenue au club. Okay. Et j'avais ça tous les vendredis, ou très régulièrement. Ça me paraissait tous les vendredis, que maintenant, quand j'y pense, c'est sûrement pas vrai. Mais en tout cas, j'ai mis du temps à dire à ma mère que je vomissais tous les vendredis. Qu'elle finisse par aller voir la maîtresse pour lui dire qu'il y avait un problème, et que la maîtresse était très surprise parce que je n'avais jamais fait écho. Et donc, ça m'a permis de bien comprendre que je n'avais rien dit. Et que, bien sûr, que la vie continuait à me servir un plat tant que je savais pas dire non à ce plat. Et le jour où j'ai su dire non, c'est pas pour ça que ça règle tout, mais j'étais plus légitime d'aller voir pour dire, il y a Maldon, il y a encore cervelle. Oui, c'est sûr. Et jamais personne ne m'a resservi de la cervelle à la maison.
Oui, oui, alors ce rôle qu'on endosse, petit, souvent on l'endosse dès l'enfance. Mmh. C'est vrai qu'on va avoir tendance à le répéter. On connaît que ça, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure à propos de l'armure et de la guerrière, c'est-à-dire je connais que ça, donc je répète en me disant: «Mais moi, en fait, je vis normalement et c'est les autres en face qui me provoquent, qui» tu vois? Mais à un moment, non, tu prends ta responsabilité de ça, de vouloir changer et de vouloir, tomber le masque. Oui, effectivement. Ouais et puis je pense qu'il y a pas qu'un masque, on n'est pas obligatoirement dans la commedia dell'arte, dans le sens qu'il y a pas obligatoirement tous les masques de la commedia, mais il y en a un paquet qu'on met avec plus ou moins Bah, tu vois, de aujourd'hui, par conscience, quoi. exemple, on a tendance à dire, et encore une fois, je ne dis pas qu'il y a des personnalités borderline ou Mmh. toxiques, mais on a tendance à dire que tout le monde est Bien toxique sûr. aujourd'hui, tu vois? Ton Ils sont patron, il est tous pervers toxique, narcissiques, c'est tous des pervers narcissiques, alors que c'est un schéma clinique, en fait. bien sûr, bien sûr. C'est pas juste, une appellation de confort Mmh. pour te rassurer toi sur qui tu es. Mmh. À partir de Ouais, là c'est pas un AOC, quoi. ouais, ouais, exactement, exactement. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette personne-là, que toi, qui vient danser avec toi le personnage du pervers narcissique, Mmh admettons, mh. avec quelqu'un d'autre, il va être complètement différent, Mmh. en fait. Mais parce qu'on est deux, la Bien vie, sûr. tu vois, c'est toujours une interaction. Donc, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce que toi, tu vas venir chercher à rejouer avec cette personne? Bon, c'est aussi le triangle, le fameux triangle, De tu vois, Cartman. Karpman, exactement. Mais c'est tout très vrai. La vie te resserre ton plat tant que tu n'as pas compris Mmh. et que tu n'as pas traversé, que tu n'es pas allé chercher en toi les clés de pourquoi. Pourquoi ça? Et qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et qu'est-ce que et qui je suis en Ouais. fait? Mais tu vois, il y a aussi le vocabulaire. Tu me fais penser à quelque chose que je sais plus il y a combien de temps que j'ai découvert ça, mais il y a assez longtemps. J'avais été assez bluffé de cette histoire. En France, jusqu'au quelque part autour du XVIIe siècle, la notion de victime a changé. Parce qu'avant, le bon, c'était le bourreau. La victime, c'était le salaud. Celui qu'on tuait, c'est parce que la victime, d'accord? Le bourreau, on allait le chercher, on le payait, on le protégeait, parce qu'il faisait une besogne que personne ne voulait faire. Et on était bourreau de père en fils souvent, et c'était des gens qu'on venait venir de loin, tu vois, pour pas qu'ils aient de problème, pour pas qu'on sache qui c'est. Ils étaient masqués pour pas qu'on puisse leur en vouloir, et ils faisaient une besogne que personne ne voulait faire, le bourreau. Et la victime, c'était celle qu'on avait jugée coupable, hein, c'était le salaud, hein, ou peu importe le terme qu'on utiliserait au féminin, parce que quand on met salaud, Ouais, c'est pas le féminin de. ça donne pas le même mot. Exact. Et donc, en conséquence, c'était ça. Et maintenant, la victime, c'est celle qu'on doit plaindre, c'est celle qui a obligatoirement, tu vois, tous les attributs positifs, et le bourreau a tous les attributs négatifs. Oui. Et c'est marrant comme on a changé le vocabulaire. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est une perception quand même. Tout est perception. On a changé d'une perception toute positive dans un sens et toute négative dans l'autre et vice versa aujourd'hui. Après, il y a des victimes. Hein. Mais je dis pas le contraire. Il y a des victimes. Et puis il y a des bourreaux. Dans le jeu de la vie, on va dire quotidien, Oui. Attention à pas se catégoriser. Non, mais je suis pas en train de minimiser. Je sais bien que, mais quand on se victimise, il y a beaucoup de systèmes qui nous victimisent ou qui nous autorisent à nous victimiser et qui sont impropres à ce qu'est la vie. Parce que c'est croire que la sécurité fait partie de la vie alors que l'insécurité fait partie de la vie. La sécurité est un leurre qu'on essaie de nous vendre. Pour moi, une illusion. La sécurité, c'est ce qu'on essaye. C'est un peu comme une sorte de si j'étais né avec le bonheur tout de suite. Non, enfin, c'est un chemin dans lequel je vais trouver. Alors, je suis pas complètement d'accord. Tu vois, de mon point de vue, ce monde est en sécurité. Notre planète est un monde bienveillant dans lequel l'organisation des éléments est très harmonieuse, dans lesquels l'humain qui a une tendance au drama vient engendrer une disharmonie, des désaccords, et se nourrit justement de peur, de doute, d'insécurité. Mais l'état naturel de l'humain, et c'est celui auquel on peut tendre, c'est la sécurité intérieure, justement. Oui, alors on parle pas de la même sécurité ou d'insécurité. Je parle de l'insécurité fait partie de la vie, à savoir que tout ce qui vit sur cette planète a, sans être obligatoirement dans un système de prédation, d'accord, même si en plus il y a des prédateurs,
justement, si on s'en est sorti, c'est parce qu'on a été capable de développer de la cohésion, de la coopération ou de la collaboration, parce qu'on n'est pas ceux qui marchons, qui avons les plus grandes capacités, même si on peut marcher longtemps, mais on va pas le plus vite, on n'a pas les plus, on sait pas se défendre dans le système. Si nos enfants, si on n'avait pas collaboré, les humains ne peuvent pas marcher avant 1 an, globalement, pour certains plus que ça, Oui, et la puis courir. gestation est beaucoup trop courte, oui. Donc, en fait, quand on sort, on n'est pas fini, parce que sinon on pourrait pas sortir du ventre de notre mère. Et donc, dans la réalité, ou en tout cas autrement, mais tous les autres, ils marchent rapidement, enfin presque tous les animaux. Oui, ils se nourrissent aussi Ils très se vite. nourrissent très vite. Et donc, nous, on est dans une incapacité. C'est en ce sens-là que je dis que quand on devient à la vie, c'est l'insécurité plutôt naturelle, mais pas dans le sens dangereuse du terme. Il y a pas de, D'accord, ok. ok, dans le sens de, c'est la vie, quoi. Il y a aussi des orages, du froid, du chaud, enfin tout ça. Et on a appris à fonctionner avec. Et pour moi, la sécurité extérieure, hein, est un leurre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on essaie de nous vendre pour nous faire croire que on devrait l'obtenir si on supprimait les gens qui sont pas comme ci ou le monde qui était pas comme ça. Et c'est ça qui est pour moi dangereux, parce que, comme tu le dis, il y a une harmonie qui existe naturellement. Enfin, moi, je crois profondément à l'harmonie de la nature. Et je vois que naturellement, si chacun prend sa place, le processus d'insécurité s'inverse, parce que justement, il y a une sécurité intérieure qui se produit. C'est-à-dire que c'est un chemin que chacun doit faire pour trouver comment fonctionner, comment s'adapter, comment mieux vivre. Et y compris comme dans un groupe, hein, moi je travaille beaucoup avec beaucoup d'animaux, c'est pas tendre tous les jours, d'accord? C'est vrai. Et c'est un moyen, Oui. y compris comme dans une fratrie, on apprend à fonctionner. Alors pas obligatoirement en dysfonctionnant, hein, d'accord, ok? Pendant mon voyage, j'ai eu la chance de pouvoir vivre quelques semaines avec une tribu qu'on appelle les tribus des hommes fleurs sur l'île de Mentawai, en large de Sumatra, qui est une tribu première, qui vit encore comme on vivait, tu vois, sans téléphone, sans électricité, sans bien marchand, sans monnaie, qui est structurée par famille, donc ils sont à peu près une vingtaine, 20-25 par famille. Ils vivent dans des maisons sur pilotis. Les jeunes, à partir de 8 ans, vont vivre tous ensemble dans une maison, tous ensemble, ils se débrouillent. Et en fait, ils s'appellent les hommes fleurs parce qu'ils ne se définissent pas comme étant dans la nature, mais comme étant de la nature. Bien sûr. Tu vois. Et chez eux, il n'y a pas aucune insécurité, parce qu'ils font partie, comme les fleurs et comme les animaux, du cycle de la vie. Ils acceptent d'être les prédateurs, de prélever en fait ce qu'il leur faut pour se nourrir, tout en étant extrêmement respectueux. C'est-à-dire que s'ils coupent un arbre, ils vont vraiment utiliser toutes les parties de l'arbre, remercier, etc. Et il y a, si tu veux, ils acceptent aussi que les éléments ou qu'un animal soit leur prédateur. Bien sûr. C'est le cycle normal. Donc c'est pour ça que dans ce sens-là, ils sont vraiment de la nature. Et là, tu retrouves quelque chose de complètement horizontal comme société. Je crois que c'est à partir du moment où tu commences à avoir des biens matériels, où quelqu'un commence à posséder plus que l'autre. Bien sûr. Et là, c'est le début de la jalousie. C'est le début de ce déséquilibre fondamental qui fait que l'humain sort de la catégorie de la nature pour prendre la nature, pour être le prédateur de la nature. Oui, le possesseur. C'est à partir du moment où il établit une hiérarchie, une supériorité, parce qu'il a fait naître des besoins. Parce que ce qui est fou, c'est que ces hommes fleurs, hommes et femmes, n'ont pas d'autres besoins enfin, ils vivent, les plus anciens vivent en pagne. Pagne, c'est une fibre qui est faite à partir de la fibre d'arbre. Y compris les femmes, sont torse nu avec des très beaux tatouages. Et les jeunes ont des vêtements, c'est nos déchets, hein, très clairement. c'est ce qu'on leur envoie, donc quelques vêtements qui sont vraiment dans un sale état. Ils les posent donc devant la maison, là, sur l'espèce de terrasse. Quand ils en ont besoin, ils prennent le premier truc qui vient. Un short, un t-shirt, un vieux survêtement, à l'endroit, à l'envers, trop petit, trop grand, tu vois, t'as l'étiquette sous le cou, comme ça, parfois c'est drôle. Quand ils ont eu trop chaud, ils vont se baigner dans la rivière, ils le nettoient avec du sable, ils les sortent même pas, ils le remettent en place, et le prochain qui vient,
Il prendra, il prendra ce qui, tu vois, ce qui lui fait envie, la couleur ou j'en sais rien, peut-être même le premier truc. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, toute la famille, il n'y a pas de, tu vois, de cette histoire de possession, de bien. Et ça donne une légèreté, en fait. La seule préoccupation, en fin de compte, c'est une fois que la maison est construite, elle dure à peu près 50 ans, c'est de se manger et de se raconter des histoires. Et de tchatcher. Ils tchatchent toute la journée. Ils vont, tu vois, de village en village. Quand quelqu'un a faim, il part avec un panier et il en ramène pour tout le monde. Mais s'il a faim et que c'est la nuit, ben, il part avec 3 copains, il va ramener des grenouilles, il va faire son petit truc à la grenouille, et le lendemain, voilà. Mais il nettoie tout, il range tout parce que comme il n'y a pas de garde-manger, il y a des prédateurs, il y a des animaux quand même, donc il faut que tout soit nickel sur le sol. Ça, il range tout est propre, nickel. Ça fait du bien de se dire que, en fait, il n'y a plus rien de ce qu'on connaît. Quelques gestes simples, tu vois, mais en gros, il n'y a plus rien de ce qu'on connaît. Et que dans ce rien, il y a toutes les possibilités. Dans ce rien, il y a tout. Je me rappelle plus, c'est une société de type matriarcale ou patriarcale? J'ai envie de dire quand même plutôt patriarcale parce que les chamans, les hommes guérisseurs sont des hommes et que les femmes n'ont pas le droit de s'approcher du feu qui sert pour les cérémonies. D'accord. Okay. Mais c'est pas très hiérarchisé. Et qu'est-ce que tu retiens pour toi de ça? En dehors des étoiles dans les yeux. Je retiens ça globalement, cette idée. L'animisme m'a beaucoup frappée. Après, je suis allée donc du Népal. J'ai fait ce mois de formation, puis je suis allée faire un trek dans l'Himalaya où j'ai côtoyé les étoiles. C'est une sensation. Alors, c'est pas du tout. On fait beaucoup d'amalgames. Le Népal vit quand même des trekkers et du tourisme. On peut pas leur enlever ça. C'est quand même un pays du tiers-monde où tu vois, ils vivent dans une extrême pauvreté. Il faut quand même leur garder ça. Et tout le monde ne va pas faire Inoxtag tu vois. Et encore, je trouvais que c'était plutôt pas mal ce qu'ils faisaient. Mais il y a des endroits, c'est juste des randos, quoi. Tout le monde appelle trek une rando, mais une rando qui peut t'amener à 5500 ou 6000 mètres, mais où tu vas pas faire l'escalade, tu vois. Oui, tu vas pas faire l'Himalaya pour autant. Donc c'était, ouais. Et puis, alors moi, j'ai trouvé que c'était hyper propre. Alors autant le Népal est vraiment un pays crasseux, parce qu'il y a une corruption immense, et donc il n'y a pas de traitement des déchets, il y a pas de, tu vois, il y a un gros problème avec le traitement de l'eau. L'eau courante n'arrive pas partout, donc globalement, c'est assez crasseux. J'ai trouvé, pour ma part, que les Annapurna, c'était extrêmement propre, que les gens étaient très vigilants, à la fois les gens qui vont marcher que les accompagnants. Donc voilà, donc j'ai pas vu le sujet là-dessus. Donc après ça, j'ai fait un grand tour en Inde, qui est une vraie lessiveuse. Et puis donc ensuite ma fille qui était en Australie à l'époque m'a appelé, m'a demandé si je voulais venir, donc j'ai fait un gros road trip avec elle en Australie, qui est après l'Inde, c'est vraiment deux mondes qui ne se parlent pas, hein. C'est vraiment les opposés. L'un est bruyant, accueillant, ouvert, il y a du monde partout, coloré, des senteurs, etc. Et après, tu as un désert, tu as l'impression d'être venu sur la Terre il y a des millions d'années, tu sais, tu traverses, il n'y a rien, des grands déserts rouges. Et ensuite, donc les hommes fleurs en Indonésie, et puis Shikoku, le pèlerinage au Japon, où finalement, tu vois, je me suis retrouvée encore des tas de... À chaque fois, je n'ai absolument rien prévu, jamais rien anticipé, et je me suis retrouvée finalement à faire un voyage beaucoup plus merveilleux, enfin au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, au-delà de mes rêves. La vie a été beaucoup plus créative, tu vois, beaucoup plus incroyable. Vraiment, je me suis dit, mais jamais j'aurais le budget, jamais, toutes mes restrictions mentales, tu vois. Bon, tout ça pour en revenir à ce que j'ai retenu, parce que j'ai retrouvé des éléments ça et là, tu vois, c'était comme un puzzle qui s'assemblait au fur et à mesure. Que au Japon aussi, les gens sont très très animistes en fait. Donc le Shikoku, c'est la 4e île de l'archipel, sur lequel il y a un pèlerinage de 88 temples qui a été construit, qui est la résultante du premier moine bouddhiste qui a apporté le bouddhisme au Japon. Il est allé l'étudier au Chine et puis il a rapporté là. Et donc il y a 88 temples qui sont en son honneur, qui sont en général sur des sommets. Et il y avait à plusieurs moments, tu vois, tu t'aperçois déjà cette culture d'avoir ces petits bonshommes là, ouais. Tu vois, sur le bord du chemin. Et puis tu as des gens qui s'arrêtent, qui sont devant un arbre, qui manifestement lui parlent. Tu as
une méditation que j'ai apprise là-bas qui consiste à se tenir debout avec des graines dans la main et à attendre que les oiseaux viennent picorer, absolument immobile. Tu peux rester une journée comme ça entière. Et donc, il y a ces croyances très animistes qui viennent se superposer au bouddhisme, au shinto, etc. Et en fait, ça m'a vraiment connecté à une autre partie de moi-même. Et aussi, en partant de... Je vais faire un détour, je sais pas si je saute un peu du coq à l'âne, mais en partant de chez les hommes fleurs, en fait, j'ai eu un gros désir de jungle, d'expérimenter la jungle toute seule. Donc, je suis allée au nord de Sumatra, voir les grands singes, les orang-outans. Et j'ai dit à mon guide que je voulais dormir seule dans la jungle pendant 2 nuits. Et c'était une sensation... alors là, j'avais plus peur des serpents, autant te dire. J'avais vraiment plus peur de rien. Et c'était une sensation qui était vraiment, vraiment folle, en fait, d'être... j'ai eu l'impression d'être absorbée par la terre. Vraiment de rentrer, tu vois, et de glisser dans l'humus, dans les profondeurs de la terre, et d'être percée, là, tu vois, d'être vraiment... dans un état dans lequel peut-être on était il y a des millions d'années. C'était très, très doux, très agréable. Et je me suis dit à ce moment-là, tu vois, que, en fait, encore une fois, peut-être je m'étais trompée de route, peut-être que l'accumulation, peut-être que j'ai compris que il suffisait d'être présent au monde et pas de faire ou de vouloir. Je crois que c'est dans la jungle que j'ai compris ça, que l'état de présence au monde était pas suffisante, elle était l'état naturel de l'homme. Donc après, j'ai voulu tester ça jusqu'au bout. Alors, évidemment, j'ai eu des expériences, je les raconte dans le livre que j'ai écrit. Après, j'ai pas voulu écrire pendant que je cheminais vraiment, parce que je me suis dit, il faut vraiment être dans l'expérience. Pour moi, c'est très, très important d'être dans l'expérience et de pas être dans le journal de bord. Parce que dans ces cas-là, tu t'observes en train de vivre l'expérience. Donc pour la Vivre à fond, j'ai pas voulu écrire à ce moment-là, mais je l'ai commencé à écrire sur la fin du voyage. Et en fait, de concentrer cette idée que on peut revenir à soi, on peut vraiment revenir à cet état d'essence. Voilà, on parle d'essentiel, mais c'est état d'essence en fait. Et pour moi, je l'ai appelé l'état de grâce, c'est-à-dire que, et ça n'a aucune connotation ni spirituelle ni religieuse, mais c'est de reconnaître notre part divine, de l'honorer, et de la faire vivre en nous, dans le sens où la part divine, c'est le souffle, c'est la création. Et quand tu te dis que le souffle, c'est la création, tu te dis que nous, en tant qu'humains, on a perdu de vue qu'on était capable de créer absolument ce qu'on voulait avec notre imagination. Le monde qu'on veut voir advenir, on est tous capables, individuellement et collectivement, de le voir advenir en changeant l'histoire. Pourquoi tu dis que c'est pas spirituel? Parce que pour moi, c'est purement spirituel. C'est pas religieux, mais c'est spirituel. Parce que spirituel, je veux pas ça y veut coller, dire l'esprit. Voilà, parce que je laisse chacun, tu vois, Quand avoir tu la parles liberté. de source, ou quand tu parles de souffle, c'est de l'esprit. Je laisse chacun, D'accord, tu vois, se faire en idée sans y coller une étiquette. Oui, mais c'est pas une étiquette. Je pense que c'est un mot. C'est le mot. Enfin, pour moi, c'est le mot que ça revêt. Spiritualité. Parler de spiritualité, c'est parler de l'esprit des choses. Et donc, on a besoin. C'est une des énergies, des 4 grandes énergies de l'humain. D'accord, l'énergie spirituelle, et donc on a besoin de cette énergie spirituelle. Peut-être que on peut la relier simplement à donner du sens dans notre vie. Oui. Tu vois, Je fais juste très attention au vocabulaire parce que je suis partie très imprégnée de vocabulaire New Age. ouais. Et par exemple, moi j'ai fait beaucoup de yoga Kundalini, ça m'a beaucoup aidé. C'est le yoga qu'on dit venir des Sikhs, qu'on pratique, qui est pas un yoga très, qui est physique, mais qui est pas un yoga de gymnastique, on va dire, et qui est beaucoup à base de mantras, donc de récitation, de sons, et de mudra, donc de position des mains aussi. En fait, où on travaille avec tous les canaux. Et je me suis retrouvée, donc quand je suis rentrée du Népal, je me suis retrouvée au grand temple sikh, dans la grande ville, le nom m'échappe là, juste à l'instant, c'est trop bête, ça va me revenir, Amritsar, pardon. Donc il y a le grand temple d'or qui est la capitale des Sikhs,
qui est une caste de guerriers, en fait, en Inde. Très, très grande caste de guerriers, qui est une religion. Le sikhisme est une religion, une grande religion en Inde. Et on les voit parfois avec les turbans, tu vois, les barbes et les couteaux. Bien. Voilà. Et je me suis retrouvée donc à aller à 4 heures du matin assister à la cérémonie au temple. Et je connaissais les sutras, en fait. Enfin, j'arrivais à chanter. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Oui, je le connaissais du Kundalini. Et puis les gens étaient heureux. J'étais la seule étrangère, la seule blanche, la seule blonde, la seule femme, comme beaucoup dans ce voyage, parce que j'ai vraiment évité j'ai évité comme la peste, en fait, d'aller dans les lieux touristiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les connexions, c'était les humains, c'était déconstruire pour voir qu'est-ce que les autres pensent, comment ils regardent les choses. Et donc, les gens me félicitaient, tu vois, c'était vraiment heureux. Et puis, à un moment, je vois tu vois, une grande ferveur et les gens qui récitent un texte que je connais. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me dis, mais en fait, je suis en train de réciter leur profession de foi. Je suis en train de reconnaître qu'il y a 7 gourous dans le sikhisme et de m'incliner devant eux. Mais qu'est-ce que je fabrique, en fait? C'est-à-dire, quand j'ai fait mon expérience de Kundalini, les professeurs qui m'ont appris ça ont pris ça un peu à la légère, en fait. Qui ferait du yoga en récitant le Notre Père ou le Kaddish? Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et à partir de là, je me suis dit, tu vas faire très attention, en fait, à alors déjà, quand tu mets le premier pied en Inde, la première question qu'on te pose, c'est qui sont tes gourous, tu vois. Donc tu vas faire très attention à tout ça, en fait. Et je suis revenue totalement déconstruite par rapport à tout ce qui est développement spirituel, par rapport à tout ce qui est New Age, etc. Et je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste attention de qu'est-ce qu'on emploie comme mot, de qu'est-ce qu'on fait pour soi, et surtout avec la conviction très, très profonde. Et on va en revenir alors maintenant à ce qu'on se disait au début, de pourquoi on n'apprend rien des hommes. Les hommes peuvent nous ouvrir des portes. L'expérience des autres peut nous servir pour se dire, tiens, ça résonne. Ah, j'entends un truc. Alors, une conférence, un livre, un podcast, parfait. Mais tu n'apprendras rien de ça si tu ne l'expérimentes pas par toi-même, dans ta chair, que tu traverses ça et que tu te dis, est-ce que ça m'a été utile ou pas? Parce que cette personne, et ça peut être Bouddha, ou ça peut être Jésus, parfait, a fait son chemin, et ça lui a réussi, tant mieux, merci, on est très heureux pour lui. Ça peut servir à plein de gens, c'est un super exemple, mais ça peut très bien pas être le chemin de quelqu'un d'autre, ou juste un bout. Chacun, en fait, on ne peut pas être le maître de quelqu'un d'autre. On peut juste allumer des petites étincelles. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui donnent leur parcours de vie, parce que même si une personne t'entend, c'est chouette. Mais pour moi, tu peux pas prétendre savoir qui c'est, qui a la vérité. Si une personne, depuis que l'homme existait sur cette terre, si on me présente qu'un homme qui sait tout, je veux le voir. Là, je m'incline. Mais personne ne sait. Et tout ça n'est qu'illusion, en fait. Tout ça n'est qu'interprétation. Parce qu'une autre idée, en fait, que j'avais, c'est que si je déconstruis, est-ce que je peux entrer déconstruite? Mais non, parce que notre mental, en fait, pour créer le lien, il a besoin de s'identifier. Donc, à chaque fois que tu en enlèves un, il y en a un autre qui arrive. Donc, je me méfie des mots maintenant. Tu vois, je me méfie des mots, je cherche le mot juste et le moins d'étiquettes possible sur ce qu'on dit. Juste, le mot expérience, je crois qu'il est pas mal. Dire, va vivre ton expérience, traverse ce que tu as traversé. Et finalement, c'est beaucoup plus... tu sais, il y a cette idée que c'est souvent beaucoup plus confortable de vivre dans l'inconfort que de vivre le bonheur de quelque chose d'inconnu, tu vois. Donc l'inconfort connu prédomine sur le confort inconnu. Je crois que c'est vraiment ça aussi le sens de la vie, en fait, d'oser aller se dire mais en fait, ça, c'est juste ce que je connais. C'est inconfortable. Qu'est-ce que je risque? Tu vois, qu'est-ce que je risque à aller choisir autre chose et à voir si c'est aussi inconfortable ou mieux? Oui, je crois pas que... Enfin, j'entends très bien ton questionnement. Et j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'expériences. Et je crois que depuis assez longtemps, j'ai vécu ce que tu dis, à savoir que mon expérience n'éclaire que ma vie.
Mon expérience peut être partagée, ça c'est autre chose. Elle peut faire écho, elle peut donner envie. Voilà, on peut inspirer les gens, on peut leur donner envie. On peut même enseigner, mais on va retenir toujours qu'une partie. Tu vois, Ouais. pour moi, c'est une sorte de pointillé. Je sais pas, c'est l'histoire du comment ça s'appelle, le petit pousset, quoi. Tu vois, il y a des Exact. petits cailloux qui te font avancer, mais qui sont pas d'une seule personne. Tous ces petits cailloux, c'est plein de petits Exact. cailloux. Exact. Même si peut-être il y en a 3 ou 4 de la même personne. Ouais. Tu vois. Après, moi, tu vois, je prends tout quand même parce que quand j'étais vraiment dans des états très très au fond Mhm. et avec un très peu de désir de vie en fait, très peu vivante, c'est vraiment des livres très faciles qui m'ont, tu vois, Mhm. fait cheminer d'abord, tu vois, tu sais, ces livres de coach américains où on te répète des mantras et Ouais. tu te mentalises et un peu. Why not? Tout est bon à apprendre, Mhm. tu vois, du moment que c'est ton chemin, c'est tes choix. Moi, j'aime bien la carte, j'aime beaucoup les tarots. J'ai beaucoup travaillé avec les tarots jungiens, qui sont l'utilisation des cartes avec les archétypes Les de archétypes Jung. jungiens. Mhm. Bon, lui-même n'a jamais utilisé, il en a un peu parlé, mais il les a jamais utilisés, mais bon, on l'appelle comme ça. Et j'aime bien cette carte de l'ermite, tu vois, où on voit un gars encapuchonné dans son habit de moine. Il a ses sandales et puis il a une petite lanterne dans la main et il éclaire juste C'est ses ça. pieds, Mhm. tu vois. Et je pense que même tu vois, le plus grand prophète ne devrait jamais se prendre pour autre chose que cet ermite-là. Parce qu'à l'échelle de l'humanité, il éclaire que ses pieds, en fait. Oui, de toute façon, ton expérience, c'est bien pour ça que euh, tous les parents sont confrontés à ça. Tu voudrais souvent que tes enfants ne fassent pas tes erreurs. Certains les feront, d'autres pas parce que c'est peut-être pas leur chemin. Mais c'est rarement parce que ils ont compris ou alors ils ont vu le coût que ça t'a coûté. Ouais. Mais souvent, on a besoin de se rebrûler pour comprendre que le feu brûle. On a besoin Ouais. tu vois, on a besoin de Après, moi, revivre. je considère maintenant, tu vois, ça aussi, c'était quelque chose qui était difficile à accepter quand j'en parlais sur le chemin. Je considère que nos parents sont nos plus grands maîtres, en fait. Parce qu'ils peuvent venir, franchement, d'abord, ils font de leur mieux. Mhm. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi éducatif. En plus, c'est quand même peut-être une fausse idée qu'on devrait tous être parents. Et j'espère qu'on, tu vois, on arrive aussi à déconstruire un peu ça. Euh, et donc qu'en fait, ils viennent, ils nous donnent le paquet. Alors, voilà, parfois, c'est un paquet, toutes les briques de la maison brillent pas, tu vois, elles sont pas toutes nickel. Mais en même temps, ça nous permet de les réexaminer et de se dire, c'est bien de faire, je trouve, de faire ce travail pour soi quand on arrive dans la vie d'adulte, de reconsidérer qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui me convient, tu vois. Et puis parfois, c'est des trucs, c'est un peu bancal, c'est-à-dire que dans une perspective, quelque chose peut très bien ne pas être génial, mais nous servir quand même. Alors je te donne un exemple parce que donc maintenant j'accompagne des gens et j'accompagnais une personne. Donc je m'appuie sur les techniques de thérapie narrative et j'accompagnais une personne qui a des migraines invalidantes depuis toujours, me dit-elle. Et ces migraines, quand elles sont causées souvent par des contrariétés. Mais bon, elle a tout essayé, elle a vraiment eu une grosse errance médicale. Et puis, à force de, tu vois, de travailler ensemble, au bout de trois séances, il y a tu vois, le travail narratif, c'est un travail un peu hypnotique, c'est des questionnements un peu. Donc, ça fait remonter des choses, tu vois, au fur et à mesure, ça fait remonter des mémoires oubliées. Et puis un jour, elle se retourne vers moi et elle me dit, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que ma mère m'a raconté plusieurs fois que quand j'avais 9 mois, je suis tombée de la table haute et j'ai eu un grave traumatisme crânien. Donc elle m'a ramenée vraiment en sale état à l'hôpital. Et elle m'a dit quelquefois, ça me revient maintenant, que le médecin a dit que je n'aurais aucune séquelle, mais qu'il est probable que j'ai des migraines toute ma vie. Belle histoire. Ouais. Mais je te raconte pas ça parce que ça pourrait s'arrêter là, tu vois. Mhm. Ok, ben maintenant je le sais, j'arrête avec ça. Donc je dis génial. Donc tu vois, on ancre quelque chose pour que justement au moment où les migraines commencent à arriver, elles puissent le sentir, faire un geste, tu vois, Mhm. et prévenir les migraines que ça marchera pas cette fois-là. Mhm. Je la rappelle une semaine plus tard, je lui dis comment ça va, elle me dit c'est atroce les migraines. Je lui dis comment ça se fait. Elle me dit j'ai pas eu le temps. J'ai dit ok, tu reviens me voir parce que j'ai loupé un truc. Et je lui dis alors mais ces migraines sont toujours là et elle me dit ben ouais. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que ça m'arrange.
Bien sûr. Bon, ça t'arrange? Et pourquoi? Elle me dit: «Parce que quand j'ai la migraine, on me fout la paix». Bien sûr. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on peut Trouver imaginer une qu'on puisse te technique. foutre la paix, que tu puisses dire aux gens comment te foutre la paix autrement que déclencher un symptôme chez toi qui te prend une semaine pour tu vois, redevenir toi-même? Donc ça peut nous être utile parfois et c'est Ça- intéressant de voir, tu vois, ça revient à qu'est-ce qu'on notre veut histoire- garder. à Ouais, notre histoire de victime tout à l'heure. exactement, exactement. Je vois que le temps passe et je voulais te laisser le mot de la fin. Sur quoi tu as envie de finir? J'ai envie de finir sur cette idée que, en fait, la vie, c'est pas une somme de bullet points, tu vois? C'est pas une bucket list. Plus on lui laisse d'espace, plus on laisse d'air et plus on l'accompagne, en fait, et plus c'est une danse. Et finalement, c'est facile, on a moins à se préoccuper, tu vois? On a moins à se préoccuper du but. En fait, et quand je suis arrivée ici, tu vois, la première chose que j'ai vue, c'est ton livre qui s'appelle Mission de joie, ou Mission joie. Tu vois, ma boussole à moi, c'est la joie. Ma boussole interne, c'est la joie. Je me dis, comment ça se passe? Tu vois, quand un événement arrive, c'est pas comment l'événement, je le nomme pas, mais comment ça se passe en moi? Comment ça bouge en moi? Est-ce que c'est ma joie ou est-ce que c'est autre chose? Tu vois, et si c'est ma joie, alors c'est oui, c'est toujours oui. Et ça, c'est vraiment une invitation, quoi. Moi, j'invite les gens vraiment à danser la vie. Merci Victoria. Alors je vous propose de prendre le temps de bien écouter cette émission, bien sûr, et à votre guise, d'écouter la suite dans une semaine. Je reprendrai quelques thèmes, je ne sais pas encore lesquels. À très bientôt sur La Traversée. Merci à tous. Merci Hervé. Vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie. Alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.